Animé News. Salut à tous, c'est Alex au micro de Générique Kids. Je vous remercie de nous suivre pour ce 6e hors-série d'Anime News avec un grand homme très talentueux, très humble également, Monsieur Bernard Derriès, qui nous a fait l'immense plaisir de répondre à quelques-unes de nos questions. On lui doit notamment les mystérieuses Cités d'Or et Ulysse 31 pour les plus célèbres, mais il a également marqué notre enfance avec des séries comme Jace et les Conquérants de la Lumière, Masque, Les Bisounours ou encore Les Mini-Pousses. C'est au festival Clermont Geek Convention qu'on a eu le privilège de le rencontrer. C'était le 23 mars 2014 et je vous propose tout de suite de découvrir ce très bel entretien. Bonjour Bernard Derriès, merci de nous accorder cet entretien. Bonjour. Bienvenue sur Générique Kids. J'aimerais brièvement que vous nous parliez, pour commencer, tout simplement de votre parcours, votre vocation, comment en êtes-vous venu au dessin, quelles études avez-vous faites par rapport à ça? C'est quand même l'histoire de toute ma vie, donc si c'est brièvement, ça va peut-être pas être très bref, mais quand j'étais jeune, les métiers du dessin m'ont toujours attiré depuis ma plus tendre enfance et pour moi, les métiers du dessin, c'était dans les années 50-60, ça n'existait pas pour le grand public non plus, il y avait peu de choses et on parlait un peu de la publicité, c'était de la réclame à l'époque. Puis le dessin animé, il y en avait quelques-uns. Il y a Disney qui sortait ses premiers dessins animés. Il me venait à l'idée de personne de penser qu'il y avait des écoles ou des endroits où on pouvait apprendre le métier. Donc, en faisant beaucoup d'efforts, je suis arrivé dans les métiers de la publicité d'abord et ensuite... par chance, à travers ces travaux publicitaires, j'ai été amené au dessin animé, dont je rêvais depuis ma plus tendre enfance. Et est-ce que c'est un atout justement d'avoir fait de la publicité? Est-ce que ça vous a apporté une petite chose en plus qui a permis justement de construire ces histoires et de les imaginer? Je pense que dans la publicité, on apprend à être efficace, à être créatif rapidement. Donc c'est chose. Il y a les séances de brainstorming où il fallait quand même trouver une idée rapidement, surtout quand le client est là. Et oui, ça apporte ce réflexe créatif, si vous voulez. On doit toujours être sur le starting block, à l'affût des idées voilà ce que ça m'a apporté, plus un apprentissage du dessin, bien sûr, hein, puisque moi j'étais sur le côté graphique de la publicité. Donc ça m'a apporté effectivement énormément et surtout ça m'a permis de pénétrer par l'intermédiaire du milieu de la publicité dans le milieu du dessin animé, je dis un peu par hasard et par chance. Et puis la chance, faut la cultiver aussi. Donc en cultivant cette chance. C'est une époque où il y avait tout à construire. Les écoles de dessin et d'art n'existaient pas. Oui, il y avait très peu. Il y avait des beaux-arts en France. Il y avait des beaux-arts et puis il y avait quelques écoles privées sur Paris. Et c'était tout. Aujourd'hui, il y en a je peux dire des centaines, oui, d'écoles privées, en plus des beaux-arts, en plus de certaines écoles d'État. Et écoutez, c'est pour ça que ça venait à l'idée de personne de penser que c'était des métiers. Et de se dire, je vais faire carrière là-dedans. Je vais faire carrière là-dedans, puisque moi, on savait pas trop d'où ça venait, les dessins animés, ça venait des États-Unis. La France était, on connaissait, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jean Image en France, qui faisait du dessin animé, mais bon, c'était à Paris, ils se posaient pas de questions, vraiment, et je vous dis, c'est par l'intermédiaire de la publicité que j'ai pu faire du dessin. Le dessin, c'était vraiment ma vocation. Donc une vocation, une passion, de la chance, une rencontre aussi. J'ai cru comprendre que vous avez rencontré Jean-Charles Lopin très tôt. J'étais dans ce milieu de la publicité où je faisais de l'illustration et j'ai rencontré à nouveau un client dans ce milieu, Jean-Charles Lopin, qui était un ami de longue date puisque je l'avais connu. On était tous les deux adolescents. On écrivait des poèmes, on chantait, enfin ce genre de choses et on s'est retrouvés. Et à cette occasion, comme Jean avait une société qui fabriquait des films publicitaires, avait des besoins d'animation, savait qu'à l'école où j'enseignais, je faisais un peu d'animation avec mes élèves, par goût évidemment, puisque j'en rêvais. Je lui ai montré un peu ce qu'on faisait et il m'a proposé très simplement à l'époque, mais vous savez quand on est jeune on propose des choses simples et on accepte rapidement de créer un studio de dessin animé.
il m'a posé la question, est-ce que vous voulez qu'on fasse un studio de dessin animé? Et j'ai mis 2 secondes pour répondre oui, j'ai le temps de réfléchir un peu, quoi, c'est tout, pas plus que ça. Et voilà, ça nous a amené un peu ici, de fil en aiguille. On a eu la chance aussi. Et puis la jeunesse où il faut saisir sa chance. Il faut saisir sa chance, c'est la spontanéité qui fait que... Voilà, il faut essayer au maximum de prendre la chance qui passe. Ça arrive pas souvent dans une vie, des chances, des tournants importants comme ça. Et quand on voit ce qui en est né, ce sera après les Cités d'Or, oui, Ulysse, c'est vraiment toute votre carrière. C'est vraiment, j'ai eu vraiment de la chance, là, je pense, de pouvoir réaliser à un niveau international mon rêve. Donc tout ça, c'était à Tours. Ensuite est venu le projet Ulysse oui, 31. Alors à Tours, on s'est retrouvés, on faisait des films locaux, des films publicitaires, des films d'entreprise, mais de petits films locaux. Et on s'est retrouvés très vite à Paris parce que les gros marchés étaient là. Donc on a décroché des gros marchés de films d'entreprise et puis des accès à la diffusion sur la télévision, sur la chaîne France 3 à l'époque. Et de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi on ferait pas nous aussi des séries comme les Américains ou comme les Japonais. Et on a proposé à France 3, c'est Jean qui a eu l'idée, Jean Chalopin, la série Ulysse 31, en disant, il s'est dit un jour, tiens, moi j'aime beaucoup l'Iliade, l'Odyssée, et pourquoi on proposerait pas l'Odyssée adapté dans le futur, puisque la mode était quand même à la science-fiction à l'époque, et pourquoi pas un Ulysse du 31e siècle, en cherchant le titre, je me dis, mais Ulysse 31, forcément, très simplement au 31e siècle, et c'est comme ça que l'idée est née. France 3, ça a plu beaucoup, puisque les chaînes étaient demandeuses à l'époque de projets qui étaient un peu culturel, un peu éducatif. Donc, partir de l'Odyssée d'Ulysse, c'était une très bonne idée pour eux. Donc, France 3 a accepté. On a commencé à développer le projet. Et là, Jean, qui à l'époque cherchait des partenaires étrangers pour monter est tombé sur TMS. Je résume un peu simplement tout ça. Hein. TMS qui eux-mêmes cherchaient à pénétrer le marché européen. Hein. Donc voilà, donnant. Voilà, là, ça s'est fait, le mariage s'est fait. Et puis je me suis retrouvé rapidement à Tokyo parce qu'à l'époque il y avait très peu de monde en France qui était capable de faire une série. Il y avait quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes qui travaillaient dans le milieu du dessin animé. Alors qu'à l'époque, à Tokyo, il y en avait peut-être presque 50 000. Par rapport au marché japonais. Voilà, en comptant à l'époque le gouachage, qui consommait beaucoup de petites mains. Puisque aujourd'hui, on fait ça par informatique, donc ça demande beaucoup moins de personnes. L'informatique, comme pour tous les métiers, a réduit le nombre de personnes, mais a quand même rendu les métiers plus intéressants. C'est toujours Alex avec vous au micro de Générique Kids pour le 6e hors-série d'Anime News. Une très belle interview de Monsieur Bernard Derriès que l'on retrouve tout de suite et qui nous parle d'Ulysse 31. Et par rapport à Ulysse, j'ai cru comprendre finalement, parce que c'est vrai que la fin, on devine qu'il va rentrer sur Terre, j'ai cru comprendre que ça aurait été votre souhait de poursuivre l'aventure. Oui, on aurait bien aimé parce que on était très impliqués avec les personnages. C'était une famille avec laquelle on vivait. Surtout, c'était ma première grande série. En plus. Internationale. Donc, on vivait avec eux. Hein. Enfin, en même temps, parallèlement à Ulysse, on commençait à développer les mystérieuses cités d'or à l'époque. Mais on aurait aimé faire la suite d'Ulysse, effectivement. Le dernier épisode, ils arrivent en vue de la Terre. Pénélope est là qui les attend. Enfin, on pense. Et on avait prévu une suite qui s'est pas faite pour des raisons, plein de raisons légales. Mais c'est dommage parce qu'on avait un peu prévu que les dieux les reprennent. En fait, ils arrivent sur une fausse terre ou ce genre de choses et ça aurait relancé pour 26 autres épisodes. Mais on avait aussi beaucoup de choses à faire. Donc vous avez rebondi sur d'autres projets. On rebondit sur à l'époque c'était les mini-pousses, les cités d'or, les mini-pousses, Inspecteur Gadget. Donc vous voyez, ça faisait beaucoup de choses à faire à la fois. Et pour parler du Cité d'or, justement, comment est arrivée cette aventure ? J'ai cru comprendre que c'était donc un projet japonais. Les Japonais ont voulu après venir vers vous. C'est-à-dire que Ulysse 31 était un projet français, on proposait aux Japonais qui ont dit « Ok, ça nous intéresse ». Ça a créé un bruit dans le milieu de l'animation japonaise. Première coproduction avec les Japonais, c'est-à-dire qu'avant il y avait des Français qui produisaient au Japon, mais qui payaient pour ça. Les Japonais étaient donc prestataires de services et intervenaient comme des fabricants.
Alors que nous, on leur a proposé de faire une coproduction à 50-50, exactement 51-49. Et les Japonais ont accepté de mettre de l'argent dans c'est la première coproduction avec des étrangers pour eux. Donc ça avait fait du bruit dans le milieu. Et de fil en aiguille, une autre société de production qui cherchait un partenariat, une autre société de production japonaise qui cherchait un partenariat étranger, elle s'est dit, on va leur montrer notre projet qui était, d'après le livre américain The King Fifth, Les Mystérieuses Cités d'Or. Donc ce projet était débuté à l'écriture, donc ça nous a plu puisqu'on était dans l'aventure. Nous on a essayé d'y apporter un peu plus, on sortait du Lys 31, la science-fiction, on a essayé d'y apporter un peu plus de fantastique. Depuis on lisait à l'époque beaucoup de bouquins ésotériques sur les grands thèmes, d'où viennent les civilisations, est-ce que les extraterrestres sont venus sur Terre, etc. Donc on a poussé le projet dans ce sens et donc ça a donné le mix que vous connaissez aujourd'hui, la première série. Très enrichi. Très enrichi, oui. Ça a été une grande coopération entre les équipes japonaises et françaises. Et est-ce que, je me suis toujours posé la question par rapport à la série, l'œuvre de Miyazaki, Conan le Fils du Futur, est-ce que cette série, à l'époque, vous la connaissiez? Est-ce qu'elle a pu influencer les Cités d'Or? Je l'ai connue après. Je l'ai connue après, mais le producteur japonais qui nous a apporté le projet, je pense qu'il a travaillé dessus, bien sûr. Oui. Il devait connaître. Tout à fait. Parce qu'on a ce trio d'enfants aussi qui, du coup, a pu faire penser... Donc c'était Kaneko, Mitsuru Kaneko, qui nous avait proposé ça. C'était lui le producteur qui avait ce projet pour la NHK, la télé japonaise, qui correspondait à l'ORTF pour nous en France à l'époque. C'est la télévision nationale d'État. Et quel souvenir gardez-vous de cette collaboration, de ce travail? Parce qu'il y a un enrichissement forcément des deux côtés, des méthodes de travail totalement différentes. Qu'est-ce qui vous a... Pour moi, ça a été un énorme apprentissage. Pour eux, ça a été un apprentissage de savoir commencer à travailler avec les étrangers. Parce qu'avant, ils travaillaient entre Japonais, avec des sous-traitants. Un Chinois, justement, c'est pour ça que j'ai fait ce lapsus. À Taïwan, ils donnaient un petit peu de travail. Enfin bon, ils se faisaient aider. Mais 90% de la production à l'époque se faisait à Tokyo. Jamais avec les Européens. Jamais à l'étranger. La production japonaise est très riche à cette époque. On voit, et c'est Miyazaki commence à cette époque avec Nausicaa, c'est cette époque-là, son premier film. Les années 84. Voilà, c'est ces années 84, oui, c'est ça, 85. Et pour eux, ça leur a apporté le travail, savoir travailler, s'ouvrir un peu à l'étranger. Ça a été vraiment, moi j'en garde forcément un bon souvenir. J'étais plus jeune, tout le monde regrette ce temps y pense avec nostalgie. Et pourtant, il y a eu des accros. On s'est pas forcément très bien entendu surtout, mais je pense que chacun a appris beaucoup de l'autre. J'allais dire aussi, et pourtant j'ai cru comprendre qu'il vous arrivait quand même de passer des nuits entières dans le studio. Alors ça, c'est peut-être plus aux États-Unis, plus après. Plus aux États-Unis, oui, parce que à Tokyo, moi, j'ai eu la chance de pouvoir emmener ma famille avec moi, donc je voulais mener une vie quand même assez régulière et dormir chez moi aussi, et que mes enfants me voient. Donc, mais c'est vrai que les Japonais, habitant très loin, souvent de leur base, puisque à Tokyo les loyers sont très chers. Donc, quand il y avait des travaux urgents à terminer, dormaient au studio, oui, effectivement. Moi, j'avais la chance d'habiter pas trop loin, donc j'enjambais les endormis quand j'arrivais le matin vers 9h, qui avaient travaillé jusqu'à minuit, 1h du matin. Voilà. C'est là où on se dit c'est vraiment une équipe, une famille. Absolument, c'était devenu ça, tout à fait. Et puis, c'est aussi un peu dans la tradition japonaise comme il y a beaucoup de chemin à faire pour venir de chez soi, donc on n'arrive pas trop tôt le matin. Je parle des studios, je sais pas du tout pour les gens qui travaillent dans des bureaux, dans des usines. Je parle du métier que j'exerce. Donc c'est un peu, traditionnellement on arrive tard, mais par contre on part très tard, si on travaille très tard. Donc on rentre les derniers trains, ce genre de choses. Enfin bon, voilà, il y a toute une tradition autour du travail qui n'est pas tout à fait la même que nous. Mais ça nous empêchait pas à Tours, quand on a débuté avec l'équipe, pareil, de passer des nuits pour terminer des travaux urgents. Retour sur Générique Kids à notre rencontre avec Monsieur Bernard Derriès pour le 6e hors-série d'Anime News. C'était la Clermont Geek Convention.
le week-end du 23 mars 2014. Et quelle est l'anecdote la plus parlante vous pourriez retenir de cette époque-là ? Quelque chose peut-être d'un peu décalé. Là, vous me prenez un peu au dépourvu. Il y en a pas mal d'anecdotes. Alors, il y a des anecdotes sur le Japon en lui-même, le pays que j'ai découvert, où j'ai découvert ce qu'on appelle les salles de pachinko. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais quand vous tombez pour la première fois de votre vie devant une salle de pachinko, je suis tombé un soir, moi je connaissais déjà, et un touriste américain était là et arrivait, et en disant « My God, c'est Dante », c'était l'enfer pour lui. Parce que c'est vraiment, pour les pachinko, c'est des machines à sous, des rangées interminables. Hein, vous avez vu de machines à sous, et ça cligne et ça cliquette de partout, ça fait du bruit, ça fait de la musique. Et c'est un peu des gens qui sont sur. Alors vous allez me dire, il y a la même chose à Las Vegas où les gens jouent sur ce qu'on appelle les bandits manchots, là, les machines à sous. Alors la première fois qu'on voit ça au Japon, on n'imagine pas ce genre de choses. Effectivement, les gens sont là, tous alignés, pratiquement au boulot, en train de se distraire. Ça, c'est une image, vous voyez, une anecdote qui n'a rien à voir avec le dessin animé, mais il y a le pays aussi on découvre un pays, une civilisation, une culture. Entière, Voilà, très intéressante et très, très touchante, et des gens profonds et vraiment avec qui j'ai adoré travailler, et des gens qui connaissaient très très bien la culture française aussi, surtout dans ce milieu, le cinéma, le dessin animé. Moi je me rappelle que pendant le pilote d'Inspecteur Gadget, j'avais embauché un animateur américain pour nous aider à faire de l'animation cartoon. Et un animateur français qui avait travaillé sur Le Roi et l'Oiseau et avant sur La Bergère et le Ramoneur en assistant, et qui montrait aussi des astuces d'animation française, en fait, qui apportait cette petite touche. Puis il y avait évidemment une grosse équipe japonaise, donc tout ça faisait un heureux mélange. Et des réalisateurs japonais ont demandé, avec deux ou trois personnes un jour, ont demandé est-ce qu'on peut venir voir Monsieur Landreau. C'est Monsieur Philippe Landreau qui travaillait sur La Bergère et le Ramoneur comme animateur, et avant il avait été assistant animateur sur Le Roi et l'Oiseau. C'est le contraire, La Bergère et le Ramoneur assistant, et Le Roi et l'Oiseau animateur. Il était lui-même le premier surpris, et ils sont venus le voir, ces gens qui travaillaient dans l'animation depuis longtemps, parce qu'ils savaient qu'il était là. Ils sont venus voir, lui montrer leurs dessins d'enfance, quand ils étaient enfants, quand ils étaient ados, leur montrer les dessins de La Bergère et le Ramoneur, ou de Roi et de l'Oiseau. C'était plutôt La Bergère et le Ramoneur, le grand robot qui est à la fin du film, si vous voyez. Oui. Et depuis ce temps-là, je suis pas loin de penser qu'il y a eu beaucoup de robots qui ont inspiré l'animation japonaise. Les robots de Nausicaa, par exemple. Oui. Nausicaa de Laputa. Oui. Enfin, non, mais même bien avant, tous ces robots. Ces robots géants. Ce grand robot où les personnages sont au-dessus de la tête avec une rambarde et des leviers pour l'actionner. Je me suis dit, ça existe ça depuis. C'est un film qui était tout de suite après-guerre. Donc, est-ce que tout ça n'a pas un rapport? Je me demande. Donc, ces gens, ces réalisateurs sont venus, l'ont rencontré et lui ont présenté leurs hommages et l'ont remercié de les avoir inspirés et d'avoir généré leur vocation. Donc et lui-même était le premier surpris, il était très heureux et très touché. Mais voilà ce que ça, l'échange entre les équipes, voilà où ça nous amenait aussi. Ça c'est un souvenir. De belles rencontres. C'est un souvenir de belles rencontres, oui. Va, geste, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, geste, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, geste, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs. Alors, j'aimerais juste en revenir un peu aux Cités d'Or. Est-ce que vous avez eu des regrets à l'époque de ne pas pouvoir, parce que je sais que la série a très bien marché dans les pays francophones, au Japon moins, est-ce que vous n'avez pas eu de regrets de ne pas pouvoir produire la suite dans la foulée? Je sais que vous aviez d'autres projets qui allaient suivre derrière, mais cet attachement aux Cités d'Or, est-ce que c'est pas un regret de ne pas avoir pu faire? Oui, c'est vrai qu'on a longtemps, on pensait pouvoir faire une suite. C'est vrai qu'on avait aussi beaucoup de fer au feu, comme on dit, que je vous disais tout à l'heure, avec plein de choses en préparation et en fabrication. Il faut dire que la série a moyennement marché au Japon, donc les Japonais n'étaient pas intéressés par une suite.
Nous, ça avait fabuleusement bien marché en France et on voulait, ça nous aurait bien plu. Mais ça a mis 30 ans. Il faut savoir quand même que depuis 12 ans, Jean Chalopin a essayé d'abord de récupérer les droits qui étaient un peu partout dans le monde. Vous savez, les droits d'une œuvre, c'est toujours compliqué, surtout quand les sociétés changent de main, quand ce genre de choses, ça change beaucoup de choses. Donc il a récupéré les droits, il a mis 12 ans et ça fait, moi, une grosse dizaine d'années que j'ai fait des dessins déjà pour la suite. Donc c'était un peu dans l'air, mais il a fallu que votre génération arrive un petit peu au pouvoir, si je peux dire, arrive, soit demandeuse, arrive aussi aux commandes dans les chaînes, soit conseillère, disent nous ça nous a plu, on voudrait bien voir la suite, etc. pour que les chaînes se décident à faire la suite. TF1 a fait ça, très bien, et donc ça nous a permis aujourd'hui d'avoir la saison 2 des Cités d'Or et la saison 3 en préparation. Est-ce que vous vous attendiez à l'époque, parce que je sais que c'est une époque où on n'avait pas Internet, pas de réseaux sociaux, pas de retour vis-à-vis de tout ça, est-ce que vous vous attendiez à la popularité de la série ? Oui, pas de sondage non plus, pas de sondage, des sondages rares, annuels, mensuels, ce genre de choses, mais pas de sondage quotidien, pratiquement heure par heure, comme aujourd'hui, on sait ce qui marche et ce qui a marché la première demi-heure ou le premier quart d'heure et ce qui a moins bien marché après. Là, à l'époque, on n'avait rien, donc on travaillait un peu pour nous. Nos spectateurs, c'était nos propres enfants, les enfants des amis, les retours de la chaîne qui nous disaient ça, on a bien aimé, ça, il y a plus de courriers, donc ça montre que les gens sont plus intéressés. Un engouement. C'était tout. Les seuls signes qu'on avait, c'était ça. On travaillait vraiment pour faire les choses. Moi, je voulais faire comme au cinéma pour les enfants. Il n'est pas question de leur parler un langage débile pour les enfants, un langage bébé. Il n'était pas question de leur faire des petites historiettes mignonnes, trop gentilles. Moi, je pense qu'il fallait leur montrer des vraies aventures. Et puis, à l'époque, ce que je voulais amener, moi, c'est une bande-son riche, une image bien sûr riche, avec une mise en scène japonaise qui nous plaisait beaucoup parce que la caméra bougeait avec des angles différents, alors qu'à l'époque, l'animation américaine était très latérale. Vous savez, c'était Scooby-Doo, ce genre de choses, et les personnages qui courent de gauche à droite, de droite à gauche, avec des choses très simples. C'était moins novateur. La mise en scène japonaise était plus novatrice. Et d'ailleurs, les Japonais m'avaient dit... Nous, on s'est inspiré de la mise en scène du cinéma français des années 40 et 50. Ah oui. Donc, vous voyez, tout ça, c'est une boucle. Donc, on est... oui, c'était... par rapport au retour, oui. On travaillait un peu en aveugle, sauf qu'on travaillait du mieux qu'on pouvait. On faisait les choses... on voulait faire les choses en grand. On n'avait pas les moyens de le faire parce que, évidemment, un budget pour un film, pour un long métrage, c'était autre chose qu'un budget pour une série. La technologie était très limitée, tout se faisait à la main, le son se faisait avec une méthode qui aujourd'hui pourrait paraître archaïque, alors qu'aujourd'hui avec l'informatique c'est formidable. On se rapproche beaucoup de la qualité des longs métrages, en tout cas des longs métrages de l'époque. Aujourd'hui on les a même dépassés. À travers la technologie d'aujourd'hui, on a même dépassé la qualité des longs métrages d'antan. La technologie était quand même plus lourde et on avait du mal à sortir des choses. Pour sortir des choses qui paraissent légères, il fallait être très fort et avoir certains moyens aussi. Donc on n'avait pas de retour et on était quand même on était quand même confortés à travers les quelques lettres qu'on recevait des enfants de l'époque et qui nous disaient moi j'aime beaucoup, c'est ma série préférée, continuez, voilà, c'est ça. Et, du coup je me dis qu'aujourd'hui avec justement ces sondages heure par heure, on va exagérer minute par minute, une série comme Les Cités d'Or, 39 épisodes, cette saison 1 d'époque où l'histoire prend le temps de s'installer, surtout la première partie. Est-ce qu'aujourd'hui, les chaînes de télé n'auraient pas abandonné ou baissé les bras bien avant que le Grand Condor apparaisse à l'épisode 19 17 ou 18, je sais plus. Oui. C'est vrai que les fans m'ont déjà collé sur des questions dans le genre. Je ne savais pas du tout, ils me disaient à quel épisode ça apparaît. Voilà, parce que ça faisait un peu longtemps que j'avais fabriqué la série. Oui, Peut-être que effectivement à l'époque on laissait au moins une chance de s'installer aux éléments. C'est vrai que les gens regrettent cette époque où on pouvait effectivement installer peut-être des séries plus difficiles. Aujourd'hui aussi, les chaînes n'aiment pas trop les séries à suite parce que on peut pas passer les épisodes indifféremment dans n'importe quel ordre. Comme aujourd'hui, toutes les séries que vous voyez, on peut les diffuser avec un ordre différent puisque chaque aventure est bouclée. L'inspecteur Gadget se prête à ça. L'inspecteur Gadget se prête à ça. Les Cités d'Or, non, il faut les diffuser du début, 39 épisodes. Donc là, on est quand même tombé sur TF1 qui a accepté de faire ça, qui a pris des risques. Malgré le
aujourd'hui, feuilleton voilà, et qui également a accepté de faire le petit documentaire, de produire le petit documentaire de fin, qui quand même réjouissait pas tout le monde, y compris les commerciaux qui disent mais ça c'est un peu, est-ce que ça va plaire toujours? Alors on a vu très bien que les enfants adorent ça et que du coup la nouvelle série marche très bien avec le documentaire. Donc effectivement, bon, la nouvelle série a aussi la réputation de la première pour la soutenir, mais votre question est intéressante. C'est vrai que j'ai pas vraiment la réponse là pour savoir avec les sondages aujourd'hui est-ce qu'une série comme Les Cités d'Or aurait ses chances. C'est vrai qu'on avait aussi la chance qu'il y ait très peu de séries à l'époque, beaucoup moins. Hein. Aujourd'hui, on en propose des dizaines et des dizaines. Je pense que c'est difficile de répondre à cette question. Mais ce que je me dis également, c'est que pour le coup, aujourd'hui, il y avait eu peut-être plus de contraintes sur cette nouvelle série. C'est aussi là où je voulais en venir, puisqu'elle est critiquée par certains, mais il faut bien garder à l'esprit qu'on a des contraintes différentes, on est dans une époque différente. Voilà, là du coup, on a les analyses, là. On a beaucoup de gens qui interviennent dans la nouvelle série. Il y a des psychologues, il y a des gens qui lisent les scripts, il y a des gens qui... Alors qu'à l'époque, on avait carte blanche. À l'époque, la chaîne nous disait, voilà, ça nous plaît, allez-y. Et la fois d'après, on livrait la série. Vous voyez, ils regardaient les scripts. Par exemple, sur Ulysse, France 3 regardait les scripts et m'a demandé de changer une fois une chose parce que ils avaient peur que ça fasse peur aux enfants, parce qu'il y avait des vrais squelettes Il y avait des squelettes qui attaquaient Ulysse, qui sortaient du sol et qui attaquaient Ulysse. Donc la chaîne avait dit, oui, mais ça va pas faire peur un peu aux enfants, tout ça. Alors, c'est une seule remarque, c'était quand même pas non plus le bout du monde. Donc on a réfléchi un peu, puis ça nous a forcé à faire des robots squelettes. Et là, du coup, c'était impeccable. C'était des robots. C'était des robots qui avaient complètement la forme de squelette, avec les côtes en lame, des choses comme ça. Voilà. Et bon, finalement, vous voyez, ça nous a poussé à être créatifs, du coup. Les contraintes, finalement, de toute façon, mènent toujours à ça. Bien sûr, ça mène à ça, sauf quand elles sont trop fortes. Oui. Voilà. Donc, oui, sur la nouvelle série, on a eu des critiques. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi un peu de nostalgie. Peut-être que les premiers spectateurs regrettent leur enfance en même temps. Ont du mal en même temps que la série. Oui, ont du mal. On a toujours, nous aussi, on a tendance à préférer des films qu'on voyait avant parce que, c'est pareil, il y avait peut-être d'autres contenus, autre chose, une autre musique. C'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie a fait aussi un tel bond que et à différence déjà de qualité d'image, il y a une énorme différence aujourd'hui entre les séries, entre les films, par rapport à ce qui se faisait il y a 20 ans ou 30 ans même. Aujourd'hui, vous avez quand même une plus grande aisance par rapport à la technique, vous affranchissez quand même de certaines contraintes. On parlait du travail du son, il y a quand même des choses qui permettent aujourd'hui d'être affranchis. À l'époque, on avait, pour faire les Cités d'Or, on avait au maximum une douzaine de pistes sonores possibles. Et ça limite beaucoup quand même, parce que on peut pas tout faire avec 12 pistes sonores. Surtout quand on résonne en stéréo. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, c'est le nombre de pistes est illimité. Donc c'est aussi un piège. Il faut pas tomber dans le nombre de pistes illimité parce qu'on s'en sort plus. Mais on peut utiliser 40, 50 pistes sans problème. Donc ça permet une richesse énorme de la bande son. Quelle est la série comme ça à brûle pour point qui vous laisse le meilleur souvenir, de toutes celles que j'ai faites, vous auriez un coup de cœur? Bon, je vais pas vous faire la réponse de dire on aime bien tous ces enfants, on aime bien tout ça. Mais moi, j'aime bien la première série. J'ai un excellent souvenir. C'était Ulysse pour moi. Donc, elle me laisse mais c'était ma première série. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même une part affective. Ouais. Mais bon, les premières séries, on va dire. Je garde un très bon souvenir des premières séries puisque il y avait une découverte et après il y a quelqu'un qui commence à connaître un métier, donc c'est plus pareil. Donc c'est vraiment Ulysse 31, les Mystérieuses Cités d'Or et les Mini-Pousses pour moi. D'accord. Voilà, c'est ça. Et pour terminer, je voulais connaître un peu votre actualité, sur quel projet. Je sais que vous suivez Voilà, on suit. Moi, pour l'instant, voilà, c'est ça. Je travaille pour moi personnellement. J'aime beaucoup le portrait, donc je fais beaucoup de portraits autour de moi. Je fais beaucoup de portraits. Je vais reprendre un peu la peinture, mais puis aussi je supervise la 3e série des Mystérieuses Cités d'Or. Donc voilà, c'est ça mon actualité. Et sur cette 3e série des Cités d'Or, pour l'instant, rien ne filtre? Non, ça va être. Je pense que c'est à la hauteur au moins de la 2e série, donc ça s'enrichit de plus en plus et on commence à découvrir
le grand secret des mystérieuses cités d'or. On commence à découvrir seulement. Et j'ai cru comprendre que de grosses surprises allaient nous attendre, justement. Bah oui, je pense que déjà à la fin de la deuxième série, il y a eu des surprises. On sait maintenant, le spectateur connaît maintenant un des méchants qui vient de se révéler. Oui. Donc, alors que nos héros le connaissent pas, lui. Donc ce qui fait un peu, pour le spectateur, ça donne un piment supplémentaire. Une connivence avec... c'est quelque chose que vous aimez bien, d'ailleurs. Moi, j'adore ça, la connivence avec le spectateur, en disant, lui, il sait, mais les autres ne savent pas. Donc on a envie de leur dire, on a envie de leur crier attention. Et malheureusement, ils peuvent pas nous entendre. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et puis bonne continuation. On a plaisir à suivre votre travail. Merci bien. Merci, à bientôt. Monsieur Dariès. Voici donc la fin de ce 6e hors-série d'Anime News sur Générique Kids. Je tiens à remercier très chaleureusement et très sincèrement Monsieur Bernard Dariès pour sa disponibilité et sa gentillesse. À remercier également Sébastien Collas et toute l'équipe de la Clermont Geek Convention, sans qui cette interview n'aurait pas été possible. Et puis, je veux remercier aussi Rui Pasquale, Gilles Broche et Virgile Offray de l'association Les Enfants du Soleil. C'est ma Cité d'Or team préférée. Ils ont eu la gentillesse de m'accueillir à leur côté. Vous pouvez retrouver cette hors-série d'Anime News en replay vidéo sur le site de Générique Kids ainsi que sur Dailymotion et YouTube. Un grand merci pour votre fidélité, comme à chaque fois, et votre écoute. Restez bien fidèles à l'antenne de Générique Kids. Vous êtes sur Générique Kids, vous êtes bien, alors restez-y.